Bonsoir à tous, donc je me présente, Bernard Moos, j'ai plusieurs casquettes, c'est assez difficile de jongler avec ce soir, mais je suis donc agriculteur dans la région de Bastogne et je suis président de la WAF. Alors je vais essayer un peu de jongler avec l'expérience que j'ai retenue de mes chantiers agroforestiers, ceux que j'ai suivis et ceux que j'ai implantés. Alors la première question était de savoir de quel chantier il était plus judicieux de parler ce soir, que ce soit le chantier que j'ai mis en place, évidemment celui que je connais le mieux à Bastogne, ou bien de parler de chantiers que je connais bien ici dans la région pour les avoir suivis. Et on a opté pour ceux dans la région parce que Bastogne c'est pas tout à fait la même région, et surtout j'ai envie de dire l'agroforesterie a vraiment sa pleine potentialité et sa valeur ajoutée dans des régions comme ici, des régions de grande culture où il y a des réels problèmes de nitrate et d'appauvrissement des sols, ce contre quoi le système agroforestier va lutter. Alors, je vais parler en 20 minutes je vais rappeler quelques avantages de l'agroforesterie, même si je vais passer très vite dessus parce qu'on les a déjà vus. De la faisabilité d'un projet agroforestier, de quelle agroforesterie, quel avantage recherche-t-on, enfin, les propriétaires, agriculteurs recherchent-ils quand ils vont implanter un projet, la mise en place, l'implantation, l'importance du suivi, et je vous montrerai justement deux projets concrets dont Violaine a déjà parlé, qui sont un au titre et un à 1000. Alors, rapidement donc, on en a déjà discuté, mais les différents avantages de l'agroforesterie, ce qui me semble être les plus importants, donc le système racinaire de l'arbre des arbres qui peuvent servir de filtre à toutes les pluies qui lessivent les sols. J'avais repris ici une dia d'un projet dans le sud de la France, à Restinclière, que j'avais été visiter avec mon papa, et où on avait vu la comparaison entre un projet forestier à droite et un projet agroforestier à gauche, et il y avait une dia qui était assez intéressante où on voyait je ne sais pas comment dire, une projection du tissu racinaire qui se situe en dessous des arbres. C'est important de savoir dans le cadre justement dans le but où on parle vraiment à des agriculteurs, c'est qu'il y a une réelle crainte de l'emprise que les racines peuvent avoir sur le sol agricole, donc le sol qui produit, qui nous nourrit. Et cette dia était une réponse, il y en avait d'autres qui étaient très parlantes aussi, vous voyez le pivot descendre très bas. Cette dia est une réponse en fait à la crainte de dire oui, attention, les racines vont venir se mettre dans ma culture et donc abîmer mes machines et ainsi de suite. Eh bien, je ne vais pas dire non dans l'absolu, mais dans beaucoup de cas, on voit que le tissu racinaire des arbres descend vraiment en dessous de la culture. L'arbre est paresseux par nature et donc ses racines aussi, et donc dès qu'elles rentrent en concurrence avec autre chose, elles ont tendance à descendre. C'est important parce que quand on laboure ou quoi, on ne tombe pas sur des grosses racines. Limitation de l'érosion des parcelles, je parle ici parce que dans les deux cas concrets qu'on va voir, il y avait cette volonté, enfin il y en a un, c'était clairement la volonté, un autre, c'est devenu un frein dans l'implantation, mais je vous expliquerai ceci. Donc, il n'y a pas de miracle s'il y a un orage qui dévale dans une pente sur un sol agricole. C'est pas l'arbre qui va, comme on l'entend parfois, pomper en un coup des dizaines de milliers de litres d'eau, non. C'est la bande enherbée qui va arrêter l'effet boule de neige. C'est de manière plus induite, le sol va s'améliorer au fil des ans grâce à l'apport de la matière organique, grâce à l'apport, enfin pas à l'apport, mais à l'augmentation des vers de terre au niveau du sol qui vont permettre d'aérer plus le sol, et donc de manière plus globale, le sol va être plus perméable et permettre la diminution de l'érosion aussi éolienne. Les arbres, les haies, bon ça c'est quelque chose qui n'est plus trop approuvé, les haies maintenant on le sait depuis les années 70, on ne doit plus trop se battre dessus, les haies vraiment protègent les cultures du vent, surtout du vent d'est comme aujourd'hui.
même si sans végétation, mais bon. Et donc la protection aussi de toute la terre qui s'en va quand il y a des grands vents. Matière organique, on en a vu dans la vidéo, le bien-être animal également, la protection, je vais passer. Donc, qu'est-ce qu'il est important de savoir quand on débute un projet agroforestier, pour ceux qui l'ont fait comme moi, et j'ai fait des erreurs, hein, je le dis, j'en parlerai plus tard, c'est de bien étudier le dossier. Ça paraît idiot, mais c'est vraiment de bien définir ce qu'on veut faire, les avantages qu'on veut en tirer, qu'est-ce que je privilégie ou pas. Oui, je parle trop près. Qu'est-ce que je privilégie ou pas, excusez-moi. Est-ce qu'on doit... Enfin, je vais vite, rapidement, comme ça je reviens quand même sur mon projet de Bastogne. On entend toujours qu'il faut faire de l'agroforesterie et que la première chose à privilégier, c'est l'alignement nord-sud, parce que les arbres doivent prendre le moins possible d'ombre sur la parcelle. Or, ben voilà, moi j'ai été amené à faire deux parcelles, et dans ces 2 parcelles sur lesquelles j'étais propriétaire, et c'était aussi quelque chose qu'il fallait, dont il fallait être sûr avant de commencer, j'ai fait un alignement nord-sud pur et dur et bête et méchant. Et en fait, je le regrette. 2 ans après, je l'ai regretté parce que c'est beaucoup de chipotage, aller tourner autour. J'aurais dû, quand je vois la configuration de la parcelle, changer, dire cette terre-là, je la garde en prairie permanente, j'y fais du foin et je mets un alignement un peu moins nord-sud, mais qui me permet de tirer des lignes beaucoup plus longues. Donc voilà, ici je suis en culture, j'ai fait du sarrasin dedans cette année-ci. C'était très joli, mais c'est un peu compliqué quand il faut tourner autour des arbres. Bon, la réalisation de la plantation, ça vous en parlerez dans les ateliers plus tard. Le suivi de chantier est important, je vous en parlerai également. Première chose, est-ce que mon projet est réalisable? Donc je reviens ici. On ne va pas rentrer dans l'éternel débat du bail à ferme, mais c'est sûr et certain que si vous voulez que votre projet soit réalisable, en tout cas si vous voulez dormir sur vos 2 oreilles quand vous avez planté vos arbres, il vaut mieux, il existe des solutions au cas où, mais il vaut mieux être propriétaire exploitant. C'est la solution la plus simple. Maintenant, il existe, vous pouvez aussi poser des questions, il existe des possibilités, si vous n'êtes pas propriétaire exploitant, il existe des possibilités, mais c'est déjà plus compliqué. Et puis, sur le terrain, évidemment, quand on va planter des arbres, on ne plante pas n'importe quoi, n'importe où. De nouveau, on est bien mieux servi ici en région limoneuse que chez moi, où j'ai quand même pas beaucoup d'essence à planter. Il y en a, mais c'est quand même moins riche que l'ASB. Alors, quelles sont les différentes raisons qui pourraient inciter à faire un projet agroforestier, donc les survoler. Donc on pourrait le dire de manière générale pour des raisons écologiques, donc augmentation de la biodiversité, limitation de l'érosion, filtration des eaux, augmenter le taux de matière organique pour stocker plus de nitrate et de carbone. Pour des raisons économiques, bien entendu, production de bois d'œuvre, diversification de la production, augmentation de la productivité des parcelles, création d'un patrimoine, ou bien pour d'autres raisons idéologiques, paysagères, protection du bétail et éventuellement synégétique. Donc la mise en place, comme je l'ai dit, choix de la parcelle, choix de l'implantation, de l'orientation, choix des essences. C'est vraiment très important de définir ça à la base. On a vu tout à l'heure, on en a parlé brièvement, qu'il faut évidemment définir un projet agroforestier en fonction de ses machines. Alors c'est la grande question, oui, mais les machines, on va s'arrêter où? Alors on a implanté des projets agroforestiers à 27 mètres et puis l'agriculteur achetait un pulvérisateur de 33 et ainsi de suite. Alors les plus optimistes disent qu'un jour ça va s'arrêter et qu'on va rester sur des machines comme ceci. Je ne sais pas, je ne suis pas devin, ou bien même j'entendais en France qu'il y a des
des fabricants de machines qui commencent à étudier les projets agroforestiers en se disant « Ah tiens, on va changer, on va adapter les machines au projet agroforestier, l'idéal ». Alors, mise en place d'un projet, bon, voilà, et c'est sûr que des choses comme le piquetage, là, de nouveau, imaginez que vous avez 200 arbres à planter on a planté des parcelles de 8 hectares avec des alignements qui font 300 mètres de long. S'il y a un arbre qui est décalé d'1 mètre avec les systèmes GPS et autres, bonjour la cata. Enfin, si c'est on le déplante. Le cas de haut titre, qu'on va voir tantôt, donc c'est assez amusant. On a implanté un projet en 2011. Et maintenant, si on regarde, il y a un endroit où on peut se mettre au sommet de la zone là-bas où on peut voir 4 ou 5 projets agroforestiers différents. Donc c'est bien, ça fait tache d'huile. Mais enfin, tout ça pour dire que c'était à peu près la taille du projet que vous voyez là derrière. L'agriculteur, donc on a planté les 8 hectares et l'agriculteur est venu en nous disant que son GPS déconnait complètement par rapport à l'alignement. Donc nous, on a vraiment été hyper méticuleux en implantant les alignements à 2 fois la largeur du pulvérisateur, donc on était autour de 55 mètres, et puis en fait quand il mettait le GPS, alors je ne comprends rien à ça, mais le terrain n'étant pas tout à fait droit, le GPS avait tendance à reproduire les courbes, mais de plus en plus marquées, et donc finalement il devait travailler sans GPS, il était très perdu. Protection, donc la mise en place de nouveau des plants et du paillage. De nouveau, projet, enfin je devrais peut-être le montrer, mais le projet de haut titre, concrètement, ça avait été discuté, on en avait choisi, parce que le paillage a un coût, c'est effectivement très bon pour la matière organique et pour les 2 premières années, mais ça a un coût et c'est pas, il y a du pour et il y a du contre. On dit de plus en plus qu'il vaut mieux installer, carrément semer une luzerne ou un trèfle sur la bande que vous allez planter, qui vont lutter de manière surtout plus durable contre les adventices. Nous, on avait planté à l'intérieur d'un froment. J'ai d'ailleurs pris la photo. Et donc, pendant les premières années, c'était très bien parce que ça coucounait le projet agroforestier. Les plants ressortaient juste suffisamment du froment et en même temps, le froment protégeait la plantation. Donc oui, la taille de formation, on y reviendra après aussi. Donc voilà, projet concret. Le projet de haut titre, donc je ne sais pas si vous connaissez le petit village de haut titre. Alors ici, ce qui est amusant en particulier, le propriétaire nous a toujours vendu que la première avantage recherché dans son projet agroforestier, c'était de faire, et toutes les photos vont dans ce sens, de faire vraiment un gainage vers l'église romane de haut titre, que vous voyez là dans le fond. De là où sont prises les photos, il y a un sentier de promenade qui est relativement fréquenté. Et donc, il voulait mettre ses alignements en fonction. Alors, quand je vous disais le problème de l'érosion, on le voit un peu ici. Donc, là, on est sur un alignement parfait nord-sud. Donc, c'est une parcelle à peu près de 3 hectares. Alignement parfait nord-sud, mais on s'est posé à un moment la question parce que le sens de la descente est vraiment... Ici, on est encore relativement sur du plat. Quand vous arrivez à la fin de la parcelle, ça descend très fort. Enfin, ça commence à descendre et puis ça descend carrément. Et donc, on s'était posé la question de dire, oui, mais là, est-ce qu'on ne gagne pas quelque part un peu l'eau aussi, en plus de la vue, on ne gagne pas l'eau vers le village. D'ailleurs, entre parenthèses, au titre, il y a eu quand même des énormes problèmes. Là, il y a 2-3 ans, il y a eu des immenses inondations dans tout le village en dessous, rien à voir avec l'agroforesterie, mais bon, voilà. Donc, voilà, la question s'était posée et à un moment, on a dû trancher. Donc, on s'est dit, finalement, en discutant avec le propriétaire, on a dit, c'est vrai que l'alignement va être suffisamment au-dessus, mais il était à un moment question de remettre en fait dans tout le fond de la parcelle une haie, mais on était trop proche du voisin, ainsi de suite. Enfin, tout ça pour dire que quand même, il faut
Il faut réfléchir à ça. Et alors aussi, sur ceci, on est sur un écartement de 30 mètres. Donc, voilà, c'est le pulvérisateur, enfin 29 pour être précis, le pulvérisateur faisait 27, on s'est gardé 1 mètre de marge. De nouveau, à refaire, je pense que dans des parcelles, des grandes parcelles de SB comme ça, à refaire et à la fois, c'est une question d'expérience et de retour de demande des agriculteurs planteurs, c'est de faire plutôt 2 fois l'écartement, enfin 2 fois la multiple de 2 de la largeur du pulvérisateur. Donc ici, bon, on aurait pu le faire à 60, voilà. Et donc vous avez l'implantation qui avait été faite dans le Froment, c'est la première année. La photo là doit dater de 2014 ou 2015. Donc le projet avance bien, c'est un des premiers de Belgique, et donc il est très intéressant à voir. Voilà une photo prise en été, avec donc autre avantage recherché. Donc il nous avait demandé, enfin il était intéressé par l'aspect biodiversité, l'aspect de protection de des cultures avec la haie, parce que justement il est en voie, mais d'ailleurs je pense à parcelle maintenant est déjà en bio. Donc à l'époque il était en réflexion, enfin il avait décidé de passer petit à petit toute son exploitation en bio, et donc ces parcelles-là en faisaient partie, et c'était une manière de faire la transition. Économique, donc un patrimoine, la création d'un patrimoine sur ces parcelles par les arbres augés, les arbres nobles. Donc on ne va pas lancer des prix, mais c'est clair que des arbres agroforestiers qui sont des arbres qui profitent un maximum et qui sont surtout dans ces belles régions, souvent des noyers, des alisiers, des arbres qui peuvent valoir quand même un certain montant quand on les coupera. J'ai fait un petit bilan provisoire des 2 projets. Évidemment difficile de tirer un bilan définitif, on est au maximum à 7 ou 8 ans d'implantation. Donc le point positif, le taux de reprise de la haie, c'était 100%. Il a d'ailleurs été assez amusant, on avait recépé la haie la première année, donc il y avait 3 haies, mais il y en avait 2 qui étaient vraiment en plein milieu de la parcelle, et on avait recépé la haie complètement. Donc on l'a recoupée à 20 cm. On est revenu 6 mois après, on ne savait pas laquelle on avait recépé. Donc vraiment, il y a une volonté de la haie de reprendre qui était assez impressionnante. La croissance des augers, donc les augers ont très bien repris aussi. On avait craint, parce que c'était un peu aussi une des craintes générales, c'est de dire, salissement de la parcelle, il va y avoir dû à l'implantation de cette bande-là qui n'est pas gérée comme l'agriculture conventionnelle, on va avoir un salissement de la parcelle, et force est de constater que tout le monde est surtout l'agriculteur est très content, parce qu'il y a très peu de salissement de sa parcelle. Et donc il y a un abri aussi également pour la petite faune, c'est plutôt un aspect synergétique. Dans les points négatifs qu'on rencontre dans cette région-là, et on le verra sur Ammil aussi, il y a une colonisation du saule. Alors les forestiers vont peut-être m'aider, mais voilà, il y a une invasion de saule. Pour l'instant, tout ce qu'on a planté, parce qu'on avait dans la haie 5 ou 6 essences différentes, elles sont là. Mais il y a quand même du saule, et le saule c'est vigoureux, ça pousse plus vite que le reste, donc dans cette haie il y a quand même pas mal de saule qui arrive naturellement. Dégâts de gibier, alors sur celle-là il n'y a rien, dégâts de gibier néant. Par contre, malheureusement j'avais pas de photo, c'est assez parlant. Sur cette parcelle-là, donc là où vous avez la photo, 100 mètres dans votre dos, il y a une autre parcelle agroforestière, du cousin, qui se situe entre 2 bois, sur un passage visiblement de chevreuil et de lapin, et c'est hallucinant de voir la différence. C'est vraiment, on pourrait croire, on a planté la même année, les mêmes planteurs, les mêmes essences, le même sol, le même climat, tout dans la même chose, c'est difficile de faire autant de similitudes. Et malgré ça, il y a une haie là qui fait maintenant 6-7 mètres de haut, et il y a la haie qui est à 100 mètres derrière, enfin les 2 alignements, il y a
les arbres poussent bien parce qu'ils sont protégés, mais il y a des endroits où on a dû regarnir parce qu'il y a des lapins, parce qu'il y a du chevreuil, et que tout est continuellement recépé. À prendre en compte aussi, donc. Choix des essences, avec une belle faute d'orthographe, et taille de formation. Donc, choix des essences également dans la planification d'un projet. Alors là, j'ai envie de dire, c'était un peu la faute des planteurs et des pépiniéristes. Quand on a démarré ce projet d'agroforesterie, donc on a demandé aux pépiniéristes à l'époque une qualité qu'on appelait et qu'on appelle toujours agroforestière, et c'est vrai que c'est de la faute des deux parties, et surtout de la méconnaissance du projet, du dossier, c'est qu'on a reçu des plants qui, ils sont bons et on doit plus travailler pour les retailler, mais ils étaient moins bons que ce qu'on a eu après. Donc il y a vraiment une volonté de la part des réalisateurs de projets et des pépiniéristes de dire attention, les essences, elles doivent être vraiment choisies, triées sur le volet pour avoir vraiment des arbres tip-top. Et on a vraiment vu la différence au fur et à mesure des années. Donc merci aux pépiniéristes qui prennent ça en compte aussi. Et la taille de formation, alors ce qui est amusant, donc on a un espèce de contrat de taille de formation, donc on peut aller visiter cette parcelle quand on veut, mais en échange, on s'est engagé pour faire de la taille de formation des arbres. C'est très amusant, c'est pas long à faire. Mais le revers de la médaille de la croissance trop rapide, en tout cas des noyers, c'est que les arbres doivent être... On va les tailler, j'avais été avec Olivier, on avait été tailler ces arbres au mois de... C'est le juillet ou août qu'on doit tailler les noyers, juillet, juin. On était en retard. Donc c'était juillet, et je suis revenu en septembre en me disant mais enfin on n'a rien fait. Donc c'était juste hallucinant. Les branches, on avait laissé des branches en disant ok on coupe celle-là, on en avait laissé, on se dit mais non machin, pourquoi j'ai laissé celle-là, elles étaient énormes. Donc ça m'est déjà arrivé sur ce projet-là d'aller deux fois tailler les noyers. Le projet d'Am1000, bon, c'est aussi un terrain, c'est très difficile, je ne suis pas encore équipé de drones et autres, c'est très difficile d'avoir une vue d'ensemble. Donc c'est une parcelle qui fait 24 hectares quand même, qui est, si vous connaissez, qui est à la sortie d'Am1000, quand vous partez d'Am1000 vers Jodogne, là sur la droite il y a un petit chemin, quand vous arrivez à la Copette, il y a un petit chemin à droite. Et donc elle descend très fort vers le village à un moment, et il y avait justement une volonté du propriétaire de dire il faut qu'on installe des haies parce que tous les ans il y a du ravinement qui se fait, et toute la terre s'en va dans le fond. Et donc on avait implanté ceci. Alors c'est particulier, on le fait souvent, mais c'est plantation d'alignement d'arbres purs et puis d'alignement mélangé avec une haie. Et donc, voilà, il y avait également un souci de valorisation de la terre, un aspect paysager, parce qu'on est de nouveau sur ce petit chemin, on est de nouveau sur une promenade fléchée, donc voilà, et un aspect synégétique pour le retour du perdreau. Alors, je profite aussi de quelque chose que je ne l'ai pas évoqué, mais on en parlait tout à l'heure, les avantages de l'agroforesterie. Quand on est agriculteur, vous savez, on dit toujours les agriculteurs sont jamais contents, c'est assez vrai. Il pleut trop, on n'est pas content, surtout que chez nous il neige trop. Il fait trop sec, on n'est pas content. Et j'ai remarqué depuis que j'ai un projet agroforestier que, mine de rien, il y a chaque fois un petit baume au cœur, parce que quand il pleut trop, ça profite à fond aux arbres. Donc la céréale, elle souffre un peu, mais on se dit, cette année, on va regarder les arbres. Et les arbres, je dis ça pour ça, parce que cette année-là, il y avait une sécheresse l'année où on a implanté, et l'année d'après, il a plu énormément. Et en fait, quand on est revenu sur la parcelle, les arbres avaient poussé de manière incroyable. Et donc voilà, et quand il fait trop sec, eh ben, mine de rien, comme l'année passée, les arbres font quand même profiter de leur ombre la parcelle, et on souffre moins de la sécheresse que les autres. Donc voilà. Alors, petit bilan de nouveau provisoire, au point de vue du positif, le taux de reprise excellent aussi.
Donc ça peut arriver, hein. L'année passée, on a planté énormément de haies, les différents projets que la WAF a suivis. Le retour a été quand même nettement plus catastrophique, hein. Il y en a une, quand vous repartez vers l'autoroute 411, il y a une haie à Sauvenière qu'on a été voir là, il y a quelques semaines. Les taux de reprise ont été mauvais, c'était des terres un peu remblées. Avec la sécheresse qu'il y a eu, il y a 50% qui n'a pas repris. Bon, voilà, c'est la nature, c'est comme ça, mais autant le signaler. Donc la croissance des OG, idem, excellente. On a planté surtout là, avec 2-3 ans de retard, après le projet d'eau titre, on a planté des érables et des alisiers qui sont vraiment magnifiques. J'avais pas pris ma scie, comment ça s'appelle, et j'ai dû à un moment plier un arc pour essayer de le tailler, mais resté en main. Donc il était déjà tellement haut après 2-3 ans que je ne savais pas le tailler à la main. Donc ça a très très bien poussé. L'aspect synergétique, voilà, pour ceux qui aiment ça, c'est clair que quand on a une campagne toute nue en hiver, ce genre d'abri et de petites haies est excellente. D'ailleurs, il faut pas être cardiaque quand vous faites les tailles de formation au mois de mars, parce que vous avez des faisans qui vous partent dans les pieds tout le temps. Je n'aime pas ça. J'aime bien les faisans, mais pas le choc. Alors, limitation de l'érosion, je l'ai mis entre parenthèses, parce que, jusqu'à présent, c'est très difficile, évidemment, après 4-5 ans, de chiffrer et de voir la différence. On verra ça dans quelques années. Alors, au point de vue négatif, de nouveau, colonisation du sol, j'en ai parlé. Ça, c'est un point, je reviens à ce que je disais tantôt. Enfin, et encore, pas tout à fait. Ici, le propriétaire est exploitant, mais fait beaucoup de ses travaux par l'entreprise. Et c'était vraiment une véritable prise de bec, parce que l'entrepreneur ne voulait absolument pas d'arbres dans la parcelle. Alors, à sa décharge, j'ai envie de dire, c'est pas ses arbres, c'est pas sa terre, c'est pas sa production. Donc lui, qu'est-ce qu'il voit? Il travaille à l'heure. Il dit oui, ça va m'embêter, tchic-tchac. Et donc, il était très contre. Et il l'est toujours. Et donc, après, il y a un salissement de chardon, et c'est impossible de lui demander de faire le travail. Le propriétaire lui dit mais est-ce que tu peux, parce que on a une autorisation, on peut avoir une autorisation pour intervenir sur les chardons uniquement, hein, il y a une dérogation, mais il ne veut pas le faire parce que c'est les planteurs et la WAF qui s'en occupent, et donc il faut chaque fois trouver quelqu'un qui veut bien s'occuper des chardons. Et il y a eu malheureusement du vandalisme. J'ai eu d'autres projets aussi comme ça, où on se retrouvait avec 30 arbres cassés en deux. Voilà, j'ai fait un tout petit peu plus comme d'habitude, mais si vous voulez plus d'informations, le site internet, j'ai retiré mon nom, j'ai mis celui de Violaine, qui se chargera de toutes les questions, et voilà l'email. Voilà.